Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours dans le cadre d'exercice d'électromagnétisme, je vais présenter aujourd'hui, dans cette séance, la réflexion des ondes, la réflexion normale, appelée également réflexion axiale des ondes électromagnétiques sur la surface d'un conducteur parfait. Alors, je vais considérer une onde plane, monochromatique, polarisée, rectilignement, suivant, je sais pas, le vecteur, directeur ou Y, et se propageant dans le demi-plan et se propage dans le demi-plan Z strictement inférieur à 0. À Z égale à 0, cette onde va tomber sur la surface parfaitement conductrice, S, ici. Alors, je vais choisir ça comme étant Z, X, j'ai le Y qui est sortant, X, Y, Z. Donc, je vais choisir une onde polarisée suivant Y, se propageant dans le demi-plan Z strictement inférieur à 0 et qui va tomber donc, comme je viens de le dire, axialement sur la surface parfaitement d'un conducteur parfait, Alors, le problème, évidemment, c'est quoi? C'est d'abord de déterminer le champ incident, c'est-à-dire EI, l'onde incidente BI, d'exprimer les conditions de passage, appelées également conditions aux limites, conditions de passage, de déduire de ces conditions l'onde réfléchie, c'est-à-dire ER, BR, et ensuite, juste après ça, de déterminer les charges surfaciques et les courants surfaciques qui vont être éventuellement créés sur la surface de ce conducteur parfait. Donc je parle de densité de charge surfacique sigma et de densité de courant surfacique JS. On pourra finir évidemment par la détermination de ce qu'on appelle les vecteurs de pointing. Je vais mettre S, pointing. Alors, incident et réfléchi. Zaïd, réfléchi. Et pour finir, montrer vraiment que dans ce cas de figure, je vais me retrouver avec une onde stationnaire, c'est-à-dire une onde qui va vibrer sur place entre la source et la surface parfaitement conductrice. Et cette onde-là, il va vibrer sans se propager. C'est ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Alors, il faut montrer que E total, B total, l'onde totale est stationnaire. Voilà pour les questions de cet exercice. Alors, je vais évidemment commencer par le champ électrique incident et le champ magnétique incident. Je vais effacer tout ça. Je vais juste garder le fait que la polarisation et les suivantes polarisations et les suivants EY, la propagation et les suivants EZ. Vous savez très bien qu'à partir de ces deux données, seulement ces deux données, je peux entièrement caractériser le champ incident. Avec les conditions de passage, je peux déduire le champ réfléchi et les densités de charge et de courant surfacique éventuellement créées, ainsi que le calcul des vecteurs de pointing, et de montrer en fin de compte que l'onde en question est bien une onde stationnaire. Alors, allons-y. Je vais commencer par
le champ incident EI. À partir de ces deux directions, il est aisé, c'est très aisé et très facile de déterminer quand même le champ incident. Alors, je vais commencer donc par EI. EI, je sais que c'est E0 cosinus de oméga t moins KI scalaire R, et c'est porté par la direction de polarisation qui est ici EY. Parfait. KI étant porté par la direction de propagation, c'est-à-dire que KI, écoutez, je vais travailler encore une fois dans le vide. Le fait de prendre un milieu LHI ne changera absolument rien, si ce n'est le y0 qui va devenir y. Mettons-nous bien d'accord. Le traitement est exactement le même. Alors KI égale à oméga sur C, en supposant que je suis donc dans le vide, et il est porté par la direction de propagation EZ. Ce qui me donne ici, c'est pas la peine d'allonger le calcul, ce qui me donne un EI qui est égal à E0 cosinus de oméga t moins oméga sur C Z. Le produit scalaire KIR me donnera la variable Z et c'est porté par EY, la direction de polarisation. Voilà pour le champ électrique incident. Pour le champ magnétique incident, on va encore une fois, appliquer toujours la même relation qui est BI égale la direction de propagation, pour moi ici c'est EZ, vectoriel EI, pardon, il est porté par EY, le tout sur C. Ce qui me donne ici un PI, tout calcul fait. Alors, ça me fait E0 sur C cosinus de oméga t moins oméga sur CZ. EZ, EY, ça sera moins EX si tout le monde est d'accord. Voilà. Voilà pour le BI. Je peux faire une petite représentation ici, évidemment. Voilà le vecteur K. Le vecteur BI, il est suivant moins EX, voilà BI. Quant à EI, il est dirigé par EY, c'est-à-dire ceci. Voilà EI. Évidemment, EI, BI, KI est un trièdre direct. On est d'accord? Ok. Alors, pour le champ, je l'ai bien précisé pendant le cours sur la réflexion des ondes électromagnétiques sur les conducteurs parfaits, j'ai bien précisé que les équations de passage, en fait, les équations de passage, elles nous servent dans un premier temps pour calculer le champ réfléchi, le champ électrique réfléchi. Ensuite, ils nous permettent, ces conditions me permettent de calculer d'éventuelles charges surfaciques et d'éventuels courants surfaciques se trouvant sur la surface du conducteur parfait. Alors, pour le champ réfléchi, la technique, c'est de s'occuper d'abord du champ électrique réfléchi, incident réfléchi. C'est égal à une certaine amplitude sur laquelle je vais mettre une barre, puisqu'on a l'habitude de travailler de cette manière. L'amplitude est évidemment une quantité purement positive, mais là, je vais parler d'une amplitude algébrique. On verra le but tout à l'heure, amplitude algébrique. C'est-à-dire, il prendra un signe positif ou négatif selon le cas où je vais me trouver. Donc, c'est une certaine amplitude algébrique fois le cosinus de oméga t, alors moins KR scalaire R, et le tout porté par la direction de polarisation qui est pour nous toujours EY. Alors, KR, c'est le vecteur d'onde réfléchi. C'est-à-dire, comment je sais qu'elle est axiale également, c'est tout simplement grâce à la première loi de Descartes qui me dit, première loi de Descartes concernant l'optique géométrique,
on nous dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Ici, l'angle d'incidence, c'est 0. Donc, l'angle de réflexion est également 0. Alors, je vais d'abord écrire le KR. Si tout le monde est d'accord, KR ici, ça vaut allez, oméga sur C, mais c'est porté par moins EZ. Ce qui nous donne, tout calcul fait, ce qui nous donne ici, je vais passer juste cette partie, ce qui nous donne ici, ER égale E0R bar cosinus de oméga t. Alors écoutez, moins KR scalaire R, ça fera plus oméga sur C Z E Y. Mon problème, évidemment, ici, c'est de déterminer ceci. Il faut déterminer l'amplitude algébrique du champ électrique réfléchi. C'est là où je vais faire appel à la première relation, à la première condition de passage à la surface du conducteur parfait, à savoir que E. Alors, la première, je vais écrire d'ailleurs les 4 conditions. Hein. Alors, les conditions de passage s'écrivent. Alors, ils s'écrivent E total tangentiel pris à la surface du conducteur parfait. Quelle est l'équation de cette surface-là qui est représentée par le plan X, Y? Ah ben si Z égale à 0. Cette composante devrait être égale à 0. E total normal, composante normale toujours à la surface, devrait être égale à la densité surfacique de charge que divise epsilon0, puisque je travaille dans le vide, et qui est dirigée par la normale. Or, on a dit que la normale à un conducteur parfait sera toujours dirigée du conducteur parfait vers le lieu où il y a propagation de l'onde. En l'occurrence, ici, n, si tout le monde est d'accord, est égal à tout simplement moins EZ. Voilà. La normale, c'est moins EZ. Alors, je vais continuer ici. C'est dirigé par moins EZ. La troisième condition concernant B total tangentiel pris à la surface Z égale à 0, c'est égal à mu0 JS, la densité de courant surfacique vectorielle, la normale qui est ici pour nous moins EZ. Et la dernière, c'est B total. Il n'a aucune importance, c'est là, normale. Pris à Z égale à 0 devrait être égal à 0. Voilà. Oui. Alors ça, je vais l'inscrire vraiment en rouge, hein, parce que qui dit incidence normale. On verra que ces équations, en fait, il n'y en a que 2 qui vont vraiment me servir dans le cas d'une incidence normale, axiale, c'est-à-dire perpendiculairement à la surface du conducteur parfait. Qui dit incidence normale, et ça a été bien expliqué dans les cours précédents, dit que tous les champs sont purement tangentiels. Tous les champs sont purement tangentiels. Ok. Tangentiels. Que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que leurs composantes normales, les composantes normales sont toutes nulles. Alors, les composantes normales sont toutes nulles. Ok. Alors, la conséquence de ça, d'abord, c'est que cette relation ne servira absolument à rien, puisqu'il porte sur la composante normale. D'entrée de jeu, elle est nulle, donc c'est même pas la peine de l'évoquer. Quant à celle-là, cette condition-là, ah ben, il me renseigne sur la chose suivante.
Alors, je vais appeler ça conséquence. Les conséquences sont conséquences. La première conséquence, c'est que je n'aurai jamais de charge surfacique lorsque l'incidence est normale. Pourquoi? Parce que les composantes normales étant nulles, j'aurai un sigma égal à 0. Ça, c'est le cas particulier où mon incidence est normale. Je pourrais dire qu'il implique automatiquement, c'est même pas la peine de le justifier, et là, il implique automatiquement qu'il n'y aura pas de charge surfacique. La deuxième conséquence, je vais l'expliquer ici et après on va l'analyser. La deuxième conséquence, c'est que l'indice tangent ici n'a plus aucun sens. Pourquoi? Parce que le champ total, il est tangent. Tous les champs sont tangents. C'est pas la peine de le préciser ici. Donc, je vais garder cette relation, voilà, sans l'indice tangent, et je vais garder celle-là également sans l'indice tangent. Et vous allez voir que la première relation va me donner l'amplitude algébrique du champ réfléchi. Quant à la deuxième, elle me renseignera sur d'éventuels courants surfaciques se trouvant sur la surface du conducteur parfait. Alors, je vais enlever tout ça et je vais garder juste les relations qui m'intéressent, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Ok, parfait. Alors, la première, quand on dit total, c'est tout simplement E total en Z égale à 0. Cela veut dire tout simplement que c'est EI plus ER, les deux pris en Z égale à 0. Alors, si je reviens sur leur expression, ça me donne tout simplement, je vais enlever cette condition ici, ça va me donner tout simplement, alors, EI en Z égale à 0, ça c'est ER, hein. Ben, EI, il y avait un moins ici, il y avait un E0 ici. Donc, EI plus ER en Z égale à 0 devrait être égal à 0. Donc, j'aurai E0 cosinus oméga t, porté par EY. Voilà le champ incident pour Z égale à 0. Plus E0R cosinus oméga t, porté toujours par EY. Le tout vaut 0. J'ai pris le champ incident, le champ réfléchi à la surface du conducteur parfait. Vous voyez ici que immédiatement je tombe sur E0R qui est égal à moins E0. D'où l'idée du départ de mettre une amplitude algébrique. En fait, c'est juste une petite astuce de calcul. Pourquoi? Pour arriver à un résultat qui est vraiment général, hein, qui est vraiment général, lors de l'incidence axiale, l'incidence normale, seul le champ électrique va changer de sens, pas de direction. La direction, ce sera toujours EY, mais il va changer de sens. La conséquence immédiate de cette assertion, c'est que B, par contre, BI et BR auront même sens et même direction à l'incidence comme à la réflexion. Ce résultat va me permettre donc d'écrire la forme finale du champ électrique réfléchi qui vaut en fait moins E0. Ça c'est E0R, hein, cosinus de oméga t plus oméga sur CZ est porté par EY. Écoutez, moi je préfère, au lieu de mettre ça, je préfère mettre le moins dans la direction, dans le vecteur directeur, de façon à mieux voir que en fait, eux, il y a des gens, pendant les cours, il y a des gens qui me disent « Ah oui, ah ben, les champs électriques sont opposés. » Ils ne sont pas opposés, hein, parce que leur valeur n'est pas la même. Et que les champs magnétiques sont confondus. Mais pas du tout, pas du tout. Les champs incidents, ils ont un moins ici. Les champs réfléchis dans ce cas de figure, ils ont un plus. Hein.
Donc il n'y a pas de question d'opposer, il y a opposition dans le sens, uniquement dans le sens de ces vecteurs-là. Voilà pour le vecteur réfléchi, le champ électrique réfléchi. Pour le champ magnétique réfléchi, le calcul il est vraiment immédiat. Alors je ne vais pas trop m'allonger. Quelle est la direction de propagation, plutôt de réflexion? C'est moins EZ. Alors voilà, moins EZ. Vectoriel ER, oui, mais ER, elle est portée par moins EY, le tout sur C, ce qui me donne un E0 sur C cosinus de oméga t plus oméga sur C Z, et je fais mon calcul moins par moins, ça s'en va, EZ vectoriel EY, c'est moins EX. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez le résultat qu'on a eu pour le BI. Le BI, c'était E0 sur C cosinus oméga t moins oméga sur CZ, moins EX. Autrement dit, pour résumer la situation, lors de l'incidence axiale, le sens, je ne parle que de sens, je ne parle pas de valeur, je ne parle pas de direction. La direction du champ électrique incident est la même que le champ électrique réfléchi. La direction du champ magnétique incident est exactement la même que la direction du champ magnétique réfléchi. Mais sur leur sens, alors lors de l'incidence axiale, seul E va changer de sens à la réflexion. B va garder le même sens comme on peut le constater. Le BI était porté par moins EX, le BR également, mais leurs valeurs ne sont pas égales du tout, du tout, du tout. Voilà. Alors, la question qui va venir après, comme on l'a dit, une fois on a déterminé l'ensemble des champs en présence ici, champ électrique, champ magnétique incident, champ électrique, champ magnétique réfléchi, maintenant je peux déterminer la densité de courants surfaciques qui peuvent se créer éventuellement à la surface du conducteur parfait. Pour les charges, on a bien vu qu'ils étaient nuls. Ok, alors, pour le faire, je vais donc utiliser la condition, alors détermination de JS, densité de courant surfacique se trouvant éventuellement sur la surface du conducteur parfait. Alors vous allez voir, je vais quand même garder cette expression. Alors d'abord, je sais que B total, je ne vais plus mettre l'indice tangentiel. Pourquoi? Parce que d'entrée de jeu, ce sont des champs purement tangentiels. B total pris en Z égale à 0 devrait être égal à mu0 fois JS vectoriel, la normale qui est moins EZ. Parfait. Ah oui, mais de cette relation, je tire aisément, c'est pas la peine, normalement, je devrais multiplier scalairement des deux côtés par cette normale-là et déduire que JS n'est rien d'autre. Moi, je vois JS moins EZ, B total est un trièdre direct. JS moins EZ. Donc JS égale à moins EZ vectoriel B total pris au Z égale à 0, le tout divisé par mu0, si tout le monde est d'accord. Ok, alors, à partir de là, il va falloir que je calcule cette quantité. Cette quantité, c'est quoi? En revenant aux expressions, ça c'était le BR. Hein. En revenant aux expressions du BI, du BR, dans lesquelles je vais mettre Z égale à 0, j'aurai E0 sur C cosinus oméga t dirigé par moins EX. Voilà le BI en Z égale à 0. Plus, la même chose, E0 sur C cosinus oméga t est toujours dirigé par moins EX. Autrement dit, ça me donne 2E0 sur C cosinus oméga t et c'est dirigé par moins EX. Voilà pour le B total
pris où z égale à 0. Alors, je vais remplacer évidemment cette expression ici. Je vais remplacer donc, d'où JS, c'est quoi? C'est moins EZ vectoriel. Alors, le B total, je vais l'écrire encore comme ça, total, où Z égale à 0, elle est portée par moins EX. Le tout sur U0. C'est bon? Alors, moins par moins, ça s'en va, EZ, EX, c'est EY. Donc, ça nous donne 2E0 sur C fois mu0, qu'il ne faut pas oublier ici, cosinus de oméga t, et le tout est porté, on a dit EZ, EX, c'est EY. Voilà le résultat final, JS égale 2E0 sur C mu0 cosinus oméga t, et c'est porté par EY. Voilà. On vérifie bien quand même, hein, parce qu'une erreur peut très bien se produire dans le calcul. On vérifie bien que JS est porté par EY, c'est-à-dire qu'il est bien dans le plan du conducteur parfait. Il indique bien une densité de charge surfacique se trouvant sur la surface du conducteur parfait. Cela veut dire aussi, par ailleurs, hein, que l'arrivée de l'onde, même si le conducteur parfait ne contient en sa surface, initialement, même s'il ne contient ni charge ni courant, c'est l'arrivée de l'onde qui va créer éventuellement l'un ou l'autre, ou peut-être les deux dans certains cas. Voilà. Alors, la troisième partie, la dernière, hein, c'est encore cette histoire de stationnarité de l'onde totale se trouvant dans ce milieu-là. On va démontrer qu'il est stationnaire. Peut-être un petit mot sur le vecteur de Poynting, mais je le dirai après. Alors, en tout point de l'espace, bien sûr, ici, Z strictement inférieur à 0, de l'espace où j'ai mes ondes électromagnétiques incidentes et réfléchies, si je calcule les champs totaux, j'ai E total qui est égal à E0 cosinus oméga t moins oméga sur C Z, et elle était portée par EY, plus E0 cosinus de oméga t plus oméga I. Il y avait un moins ici. On a bien dit que le E réfléchi était opposé au E de sens, opposé de sens à E incident. Écoutez, j'ai un cosinus A moins B moins un cosinus A plus B, je pense que c'est moins 2, ça nous donne E total qui est égal à moins 2 sinus oméga t sinus oméga Z sur C. Et il est porté par EY. Voilà pour le champ total. Pour le champ électrique total, pour le champ magnétique total, le même calcul, et écoutez, c'est le même calcul, seulement on aura un plus, ça fera 2i. J'ai oublié ici l'amplitude, c'est moins 2 E0. C'est 2 E0 sur C cosinus oméga t cosinus oméga Z sur C, et c'est porté par moins X. Voilà.
on peut toujours enlever ce moins là et le coller ici. Comme ça, j'unifie mon écriture, moins EX. Oh, mon Dieu. Moins E égale. Voilà, voilà. Seulement, c'est chaud, comme on peut le remarquer. Ils n'ont pas du tout la même nature que les chiffres qui se propagent. Ça, c'est une quantité qui se propage. Pourquoi? Parce que le temps et l'espace sont tous les deux, en même temps, arguments du cosinus. La même chose pour l'expression de B. Et qu'elle soit incident ou réfléchi. J'ai un cosinus d'un argument contenant le temps et l'espace. Alors que dans ces deux expressions, on voit bien que le temps et l'espace, ils sont séparés. Ils sont arguments de deux sinus, ou là de deux cosinus. Eh bien, la particularité, si on devait tracer ces courbes-là, on verra qu'ils ne se propagent pas du tout. Ils vont vibrer sur place sans se propager. Ces ondes ne se propagent pas. Ces ondes ne se propagent pas. En fait, on dit qu'ils vibrent sur place. C'est pour ça qu'on les appelle ondes stationnaires. Voilà. La stationnarité ici n'indique pas la constance ni temporelle ni spatiale. Rien n'est constant ici. Seulement, il n'y a pas propagation. Il y a vibration sur place de ces ondes-là. Et ça, le côté mathématique nous explique tout simplement parce qu'il y a une séparation entre le temps et l'espace. Pour les vecteurs de Poynting, écoutez, c'est une notion tellement simple. Ce qu'on appelle le vecteur de Poynting, ici, j'ai un vecteur de Poynting associé à l'onde électromagnétique incidente. Je peux l'appeler PI. Ça vaut tout simplement EI vectoriel BI, le tout sur C. Non, pas sur C. Sur museau. Voilà, excusez-moi. Sur museau. J'ai l'expression de EI, j'ai l'expression de BI. Et normalement, je devrais trouver l'expression de PI très rapidement. Seulement, en regardant quand même bien, je peux très bien parler de la direction et du sens de ce vecteur-là. C'est EI vectoriel BI, donc c'est KI. Donc, il va dans le sens, je peux tout calcul fait ici, tout calcul fait, je vais tomber sur une expression PI, mais qui est portée par EZ, c'est-à-dire la direction de propagation. Quant à PR, c'est-à-dire le vecteur de Poynting associé à l'onde réfléchie, ça vaut ER vectoriel BR, le tout sur mu0, et normalement, il devrait être dirigé par moins EZ, puisqu'il correspond à l'onde réfléchie. Le vecteur de Poynting, il est là pour quantifier, pour caractériser l'énergie électromagnétique accompagnant la propagation de l'onde. Merci et merci infiniment.